Bienvenue déjà à l'Ecofemina Festival. Voilà, cette année sous le thème de liberté, inclusivité, adelphité. Et donc pour cette table ronde aujourd'hui que j'ai la chance d'animer, du coup, on va traiter de la cause animale, un pont vers la solidarité. Du coup, juste avant de commencer, pour me présenter, moi je suis Ophélie de l'association Balafre qui organise à Lyon des événements autour des enjeux féministes, queer et antiracistes. On est un petit peu partout. Voilà, si vous voulez un peu plus d'infos et notre programmation, tout est pour l'instant sur Instagram. Voilà, j'en reviens à donc cette table ronde, présentation, donc la cause animale, un pont vers la solidarité. Donc on va parler donc, de la cause animale, on va dire, voilà, avec ce prisme du lien social et de la solidarité. Je voulais rappeler en introduction donc, la cause animale, qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc, la cause animale regroupe des initiatives et mouvements visant à améliorer les conditions de vie des animaux en combattant leur exploitation et la maltraitance. Ce champ d'action inclut la défense de leurs droits, la conservation des différentes espèces et la promotion de pratiques éthiques dans des secteurs tels que l'agriculture, le divertissement et la recherche scientifique. Alors c'est vrai que nous, on est voilà, aujourd'hui dans une société patriarcale, capitaliste, coloniale. Je ne vais rien vous apprendre. Et donc voilà, qu'est-ce que regroupent tous ces mots ? Donc c'est une organisation sociale dans laquelle les hommes blancs, je pourrais rajouter cis, hétéros, bourgeois, exercent le pouvoir, dominent l'ensemble des autres êtres vivants, aka les femmes, minorités de genre, personnes racisées et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les animaux. Et je pourrais rajouter aussi les végétaux. Je voulais citer Marguerite Yourcenar en préambule voilà, de cette table ronde, l'académicienne Marguerite Yourcenar qui écrivait en 1982 dans Les yeux ouverts « L'ignorance, l'indifférence, la cruauté ne s'exercent si souvent contre les êtres humains que parce qu'elles se sont d'abord fait la main sur les bêtes ». Voilà, quand on parle de cause animale, on parle souvent plus de la condition des animaux d'élevage et le lien à notre alimentation. Beaucoup moins des animaux de compagnie déjà et du lien social à l'humain, notamment des personnes en situation précaire, qui est le thème de cette table ronde. Et voilà, je termine enfin cette longue intro. Donc pour parler de ce thème aujourd'hui, j'ai avec moi 3 personnes d'exception. Théo de Solivette et Positive, donc tu vas nous présenter tout ça très vite. Marc de l'association Gamelle Plaine et enfin Manon de Kiwito. Et ben sans plus tarder, oui d'habitude, là en plus vous êtes peu dans l'assemblée. Si jamais vous voulez interagir à des moments, on va laisser un petit temps à la fin. Mais si vous voulez rebondir sur quelque chose au cours de nos échanges, n'hésitez pas à vous manifester et on vous donnera la parole avec plaisir. Revenons-en à vous, les invités. Déjà, voilà, est-ce que vous pouvez présenter la structure que vous représentez aujourd'hui ? Je ne sais pas qui veut commencer ce charmant exercice. Marc, Théo, Manon, la parole est à vous. Allez, Marc, pour Gamelle Plaine. Ok, je vais commencer alors. Gamelle Plaine, en fait, c'est une fédération au niveau national qui est diffusée qui existe dans 14 antennes, 14 villes principales en France. Et donc, cette fédération a pour but de venir en aide aux personnes en précarité par la dimension animale. Donc, ce n'est pas uniquement l'animal, c'est l'humain, mais en passant par son animal ou ses animaux. Donc cette fédération existe depuis plus de 9 ans aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'antenne de Lyon, nous existons depuis environ 6 ans. Voilà. Est-ce que je détaille plus ou pas ? Peut-être juste, tu le dis, vous venez... comment ça se concrétise peut-être juste si tu peux nous... Alors ça se concrétise très simplement en fait par de la distribution, soit en point fixe, soit en maraude, de nourriture pour les animaux et d'accessoires. Donc accessoires, c'est tout ce qui est laisse, collier, muselière, etc. Donc là où on est le plus visible, c'est lors de nos maraudes. Donc c'est pour ça que je porte le chasuble rose. Magnifique. Qui nous caractérise et surtout qui nous permet d'être repérable lors de nos maraudes en presqu'île tous les jeudis soirs de l'année.
Et donc, on prend notre temps, on va au-devant des gens, on fait pas mal de zigzags entre la gare de Perrache et l'hôtel de ville, de façon à aller chercher nos bénéficiaires là où ils sont habituellement. En fonction du temps, leurs emplacements peuvent varier. Et donc, on prend le temps de discuter avec eux, et évidemment de jouer avec leurs animaux, s'ils nous le permettent, s'ils nous y autorisent. Euh, et donc, ça permet au fil des semaines, des mois, des années de créer une relation de confiance. Les gens se confient à nous et puis après, on les conseille sur leurs problèmes de santé. Alors, on n'est pas médecin évidemment, mais en tout cas, si on voit qu'ils vont mal, on les encourage à aller consulter. Euh, on les encourage également à prendre soin de leurs animaux, donc que ce soit pour les faire vacciner, pucer ou soigner. S'ils ont des démarches administratives à faire également, on peut les conseiller, les rediriger sur d'autres structures. Donc en fait, après, on a tout un partenariat local avec de nombreuses autres associations, dont Solivette, dont Kiwito, et notamment là où se fait le lien en fait avec Théo et Manon, c'est que si l'animal a besoin d'être soigné, on redirige sur des partenaires qui font des soins solidaires, dont Solivette. Et puis, si les gens ont besoin de se faire soigner, d'aller à l'hôpital par exemple, on a une activité de famille d'accueil. Et donc là, on a notre propre fichier de famille d'accueil, mais qui n'est jamais suffisamment grand. Donc en fait, on est en partenariat avec Kiwito, qui nous permet également qui nous trouve des familles d'accueil correspondant au cas particulier. Est-ce que c'est un chat, un chien qui tolère les autres animaux, ou les enfants en bas âge, etc. Donc on s'adapte vraiment. Donc en bref, c'est vraiment aider les personnes dans leur vie quotidienne, leur apporter du soutien psychologique, de l'écoute tout simplement, autant qu'ils en ont besoin. Donc en fait, en maraude, on passe beaucoup de temps à discuter et on voit un nombre relativement faible d'animaux. Une maraude, typiquement, c'est entre 40 et 80 animaux. Alors que sur les points de distribution que nous faisons également au marché des États-Unis tous les mercredis soirs, ou que l'on a fait également en août et en septembre en partenariat avec les Camions du Cœur, là, ce sont des points de distribution où on discute quand même, mais moins longtemps. Et par contre, on arrive à nourrir et à aider des animaux plus nombreux, on va dire. Voilà. Très bien. Oui, tu le rappelais, hein, c'est vrai que voilà, vous vous connaissez. Parce que dans le domaine, voilà, on le disait, c'est vrai, un petit peu avant la table ronde, vous n'êtes pas, enfin voilà, les structures ne sont pas très très nombreuses, surtout au niveau local. Donc voilà, vous vous connaissez très bien. Manon, tu nous présentes Kiwito. Très bien, oui. Alors, Kiwito, je suis la présidente fondatrice de cette association que j'ai créée pour aider les associations de protection animale et les centres de formation pour chiens d'assistance et chiens guides à trouver donc, des familles d'accueil, donc temporaires. La famille d'accueil a vraiment vocation à accueillir un animal temporairement en attendant de le remettre à une personne en situation de handicap, par exemple, ou de lui trouver une famille adoptive. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec plus de 50 associations partenaires qui nous sollicitent régulièrement pour pouvoir les aider à trouver ces familles d'accueil, comme Gamelle Plaine ou Positive Job, Solivette. Mais on a un fichier, une base de données de plus de 1000 familles d'accueil, donc sur toute la France, pour aider toutes ces associations et réaliser du coup les meilleurs placements. Mais l'objectif ultime quand j'ai créé cette association, c'est de créer une application qui viendra vraiment aider les associations à trouver des familles d'accueil très simplement en remplissant différents critères. Je veux une famille d'accueil avec ou sans animaux, avec ou sans enfants, avec ou sans jardin, peu importe. Et que les familles d'accueil, elles aussi, qui sont des particuliers comme vous ou comme moi, viennent chercher les animaux qu'elles souhaitent garder en remplissant elles aussi différents critères. Je veux un animal qui accepte les enfants, qui accepte les animaux, qui puisse sortir dans le jardin. Je veux un chien, un chat, peu importe. Voilà l'objectif de Kiwito à terme. Donc le développement de l'application a pris un peu de retard, mais commencera d'ici 15 jours. Ça y est, on a enfin posé les bases avec le développeur. Voilà. Et donc, vous êtes basé dans le 9e, c'est ça, hein, dans un incubateur Oui, j'ai un incubateur dans le 9e. C'est l'incubateur du campus René Cassin. Après avoir fait Lyon Startup, en fait, j'ai pu l'intégrer, cet incubateur. Mais sinon, moi, je suis basée à Lyon 8. Mais Kiwito offre ses services sur toute la France et dans les dom-toms. Ok. Théo, on passe à toi pour Solivette et Positive. Ouais. Bonjour.
Théo Noguer, du coup, moi je suis vétérinaire de formation. J'ai monté l'association Solivat il y a 5 ans. Pour en parler, j'aime bien raconter l'histoire de Valentin. Valentin, c'est un jeune qu'on a accompagné qui est tombé à la rue lorsqu'il avait 16 ans et il avait des problématiques d'addiction, il n'avait pas de logement. Et dans la tempête qui était sa vie à ce moment-là, il y avait une seule constante, c'était son chien, Carnage. Au moment où il a adopté Carnage, en fait, Valentin, il a retrouvé un rythme dans ses journées. Il a dû se lever le matin pour le nourrir, le sortir un petit peu. Il allait le soir aux distributions alimentaires pour récupérer un paquet de croquettes, etc. Et finalement, ça l'a aidé un petit peu à tenir dans cette période un peu compliquée qui était son passage à la rue. Mais en face de ça, Valentin, il a eu des difficultés à rentrer dans les parcours d'insertion, puisque aujourd'hui, aller dans les centres d'hébergement, aller se faire hospitaliser, etc., c'est quasiment mission impossible lorsqu'on a un animal, puisqu'en fait, beaucoup de lieux sont interdits aux animaux, qu'on considère qu'en fait, avoir un animal, c'est un luxe qui devrait être réservé aux personnes aisées, et que finalement, des personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'avoir un animal, ou qui traversent une période un peu difficile de leur vie, n'auraient pas le droit d'avoir un animal. Et donc, du coup, c'était un peu pour lutter contre ça qu'on a créé l'association Solivet. Donc, nous, on travaille avec des centres d'hébergement de personnes sans domicile fixe qu'on forme à pouvoir accueillir des personnes accompagnées de leurs animaux de compagnie. Et une fois que ces animaux sont dans les structures, on va pouvoir leur proposer tout un accompagnement, à la fois en termes d'éducation, avec des éducateurs canins qui vont se déplacer au sein de ces structures-là pour que l'arrivée de l'animal se passe au mieux, pour rassurer les travailleurs sociaux, que ça ne leur rajoute pas de travail en fait dans leur quotidien, et avec des vétérinaires bénévoles qui vont se déplacer dans les structures, qui vont pouvoir identifier, vacciner, traiter contre les parasites, les maladies, les animaux qui sont accueillis. Donc là-dessus, on travaille beaucoup avec l'association Vétérinaires pour tous. Et puis du coup, par exemple, à Lyon, on fait des permanences une fois par mois à la Péniche Accueil, qui est un accueil de jour avec gamelle pleine. Et donc du coup, on va pouvoir proposer des vaccinations gratuites, des identifications gratuites, des traitements contre les parasites, et puis un premier avis médical sur des choses un peu plus lourdes, qui vont ensuite pouvoir être envoyées vers des vétérinaires ou des cliniques plus adaptées. Et enfin, notre dernière activité, donc Positive Job, qu'on a créé il y a 1 an et demi, qu'on a ouvert en janvier 2024. En fait, en travaillant avec ces centres d'hébergement, on s'est rendu compte qu'il nous restait une problématique sur laquelle on n'arrivait pas à travailler. C'est effectivement la question de la garde de l'animal de compagnie, parce que dans le parcours de réinsertion d'une personne précaire, il y a souvent un moment où elle se fait hospitaliser, il y a un moment où elle doit partir à l'autre bout de la France chercher ses papiers qu'elle a laissés dans un box, il y a un moment où elle doit aller à la mairie, refaire sa carte d'identité, et tout ça, c'est pas possible, encore une fois, lorsqu'on a un chien et qu'on n'a nulle part où le laisser. On ne peut pas le laisser dans sa tente une demi-journée pour aller refaire sa carte d'identité à la mairie. Donc du coup, on avait plein de gens qui n'allaient pas vers leurs droits, alors même qu'ils y avaient le droit, mais simplement parce qu'ils n'avaient pas de solution de garde pour l'animal. Donc on a monté une pension canine à Vénissieux qui s'appelle Positive Job. On garde jusqu'à 24 chiens, avec deux particularités. C'est que sur ces 24 chiens, la moitié des gardes sont en fonctionnement commercial classique. Vous pouvez venir faire garder votre chien demain si vous partez en vacances. L'autre moitié est en fonctionnement solidaire. On va facturer entre 1 et 10 euros par jour en fonction des revenus de la personne, ce qui permet de pouvoir garder les animaux de personnes sans domicile fixe, par exemple. Et la deuxième particularité, c'est qu'on s'est dit, quitte à avoir une pension, à devoir faire travailler des gens qui vont s'occuper des animaux, autant jouer un peu le jeu à fond, et puis de monter ça en structure d'insertion. Donc aujourd'hui, on est reconnu atelier chantier d'insertion, et on emploie 10 personnes éloignées de l'emploi, donc principalement sans domicile fixe, principalement des jeunes qui sortent de squats, qu'on forme au métier du monde animalier, qu'on essaye, du coup, après, donc ils font un parcours d'insertion qui peut durer jusqu'à 2 ans chez nous, et qu'on essaye ensuite de sortir vers des métiers de droit commun. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup à tous les trois pour déjà cette présentation. Théo, c'est vrai que tu as commencé à en parler à travers le parcours de Valentin, mais est-ce que du coup on peut revenir vraiment sur comment le soin apporté aux animaux des personnes précaires impacte-t-il directement la dignité et le parcours d'inclusion des propriétaires? Ouais. Alors déjà, pour parler de ça, je pense qu'il faut remettre un peu les chiffres, parce que c'est pas du tout anecdotique la présence d'animal auprès de personnes précaires. Aujourd'hui, en France, les dernières études de la Fondation pour le logement, c'est 330 000 personnes qui seraient à la rue, et sur ces 330 000, c'est 10 à 30% qui posséderaient un ou plusieurs animaux de compagnie. Donc ça fait des dizaines de milliers de personnes qui sont à la rue
avec des animaux. Et l'animal, on le sait aujourd'hui, il apporte énormément de contraintes. Du coup, dans le parcours de réinsertion, on en parlait. Donc, si ces personnes-là qui sont à la rue choisissent d'avoir un animal, c'est que les bénéfices que l'animal apporte à côté, ils doivent être supérieurs à ces contraintes-là, parce qu'on ne choisit pas de s'embêter la vie pour rien. Et donc, du coup, effectivement, quand on regarde, c'est vrai que avoir un animal lorsqu'on est à la rue, ça réchauffe, ça réconforte, ça rassure, ça protège, ça permet de recréer, de maintenir du lien social. Là-dessus, il y a des études. C'est le sociologue Christophe Blanchard qui est à Paris qui a fait des super études là-dessus qui montraient qu'on allait beaucoup plus facilement parler à une personne sans domicile fixe qu'à un animal, qu'à une personne qui n'a pas d'animal, etc. Et du coup, en fait, prendre soin de l'animal, ça peut aussi être un formidable médiateur finalement pour le travail social. Quand on fait des permanences à la péniche accueil, c'est pas rare qu'on ait des personnes qui ne vont pas normalement dans des accueils de jour, qui viennent en fait pour faire vacciner leur chien, parce que c'est plus facile de dire qu'on vient chercher de l'aide pour son animal que de dire qu'on vient chercher de l'aide pour soi. Et donc du coup, ça permet de faire aussi des fois une première accroche, d'avoir des gens qui viennent pour la première fois en accueil de jour, en centre d'hébergement, qui vont pouvoir, en fait, comme on a un petit peu de retard, discuter avec les travailleurs sociaux qui sont là, prendre un café. Ils vont apprendre en même temps que le lendemain, il y a la banque alimentaire qui repasse, et donc pouvoir repasser pour la banque alimentaire, etc. Et en fait, comme ça, on va réussir à accrocher des accompagnements sous l'excuse finalement de l'animal de compagnie dans un premier temps. Ça, c'est possible uniquement parce que justement, on a un travail qui est multipartenaire, qu'on travaille aussi bien, nous, associations de protection animale, mais aussi avec des travailleurs sociaux qui sont là pour faire ce lien et créer cette accroche, etc. et qui considèrent du coup cette présence animale comme quelque chose qui peut être utile. Est-ce que Positif, du coup, travaille avec Kiwito pour, à des moments où voilà, vous n'avez plus de place, vous renvoyez la balle, si je peux me permettre cette petite blague, non, ou pas. Si, bon, allez. C'est mignon. C'est déjà arrivé, oui, Théo nous a déjà sollicité pour placer des animaux qui n'avaient plus de propriétaire ou plus la possibilité de rester à la pension. Donc dans ce cas-là, nous, on sollicite notre base de données de famille d'accueil pour essayer de trouver la personne adaptée. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des familles d'accueil qui se proposent n'ont jamais eu d'animaux, donc n'y connaissent pas grand-chose. Certaines, oui. Il faudrait qu'on puisse calculer tout ça, qui s'y connaît, qui en a déjà eu, et voilà, qui est apte à accueillir un animal qui pourrait éventuellement avoir des problèmes, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas facile, même si on a 1000 familles d'accueil aujourd'hui, faire matcher les bons animaux avec les bons profil de famille d'accueil, ça reste très difficile, et c'est pour ça que l'intérêt de l'application c'est important, cette application, parce que ça va permettre de mettre en relation les bonnes personnes, comme je disais, avec les bons animaux, et de faire grandir une base de données, parce que demain, c'est pas 1000 familles d'accueil qu'il nous faudra, c'est 1 million de familles d'accueil, en tout cas des milliers, pour pouvoir réaliser les bons matchings. Donc on aide comme on peut, à notre niveau en tout cas aujourd'hui, et puis demain, je pense qu'on pourra encore mieux aider Positive Job et puis Gamelle Plaine et plein d'autres associations. Oui, Kiwito, finalement, il y a un double enjeu, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu d'accueillir un animal au sein d'une famille, et il y a aussi l'enjeu de cette famille qui doit jauger aussi si elle est apte en fait à s'occuper d'un animal, et comment, et quel animal. C'est ça. Hein. Ouais, oui, exactement. Et puis c'est du coup important de bien faire les prévisites, de bien poser les bonnes questions à ces familles d'accueil, parce que en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent avec un tout petit cercle de familles d'accueil et qui, malheureusement, du coup, ne font pas de bons placements. Elles vont placer chez quelqu'un un animal qui peut être réactif congénère, chez quelqu'un qui n'a pas forcément déjà eu d'animaux. Ce sera un gros chien, donc la personne va se retrouver à avoir peur du chien, et le lendemain, elle va rappeler l'association et en urgence va dire il faut tout de suite le récupérer, moi, j'arrive pas à le canaliser. Et ça, c'est pas possible, parce que l'association, derrière, c'est quand même des moyens humains qui sont mobilisés, et on n'est pas disponible 24 heures sur 24. On peut pas se permettre d'aller récupérer un animal, de le passer de famille en famille. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir réaliser les bons placements avec les bonnes personnes. Oui, tu veux. Et de façon complémentaire, quand ce sont des chiens que l'on connaît, que l'on côtoie depuis longtemps en maraude, par exemple en presqu'île, c'est vrai qu'on connaît le caractère du chien, on connaît ses réactions, on connaît aussi les exigences du maître qui ne veut pas placer n'importe où, n'importe comment son animal. Et donc c'est là où la complémentarité s'exprime, puisque nous, on peut donner des consignes aussi sur la façon de placer l'animal.
Voilà, et ça c'est vrai que travailler avec Gamelle Plaine, moi je suis en parallèle bénévole chez Gamelle Plaine, donc je connais aussi la plupart des animaux, donc c'est très intéressant. Moi ça me permet de réaliser de meilleurs placements et on connaît les animaux, donc voilà c'est bien plus simple, mais j'ai des associations qui récupèrent des animaux dont elles ne connaissent rien. Et là, c'est bien plus compliqué du coup. Donc dans ces cas-là, on va tout de suite choisir une famille d'accueil sans enfants, sans animaux, pour éviter tous les problèmes. Mais il faut aussi qu'on ait une personne en face qui sache gérer un gros chien, par exemple, qui sache gérer un chat, parce que tout le monde n'aime pas les chats, qui n'ait pas d'allergie. En fait, il y a une diversité d'animaux autant qu'une diversité de personnes. On est tous très différents, et tous les animaux le sont aussi. Oui. Et Théo, tu parlais de protection. C'est vrai que dans la rue, on est plus protégé par un malinois que par un chihuahua, évidemment. Et donc, on a eu l'occasion de voir un malinois qui était très réactif dans la rue, qui s'est retrouvé en famille d'accueil et qui pouvait enfin dormir dans un panier, sur le dos, donc en pleine confiance. Et donc, c'était un environnement totalement opposé de ce qu'il connaît habituellement. Donc, c'est vrai que c'est aussi un moment de repos pour l'animal, de la même façon que c'est un moment de repos pour le maître, de pouvoir faire une démarche, comme tu le disais tout à l'heure, ou aller se faire soigner. Manon, qui vous contacte, Kiwito, pour justement un besoin de famille d'accueil? Ce sont des refuges ou ça peut être aussi du cas par cas? Je dis n'importe quoi, mais peut-être Gamelle Plaine qui, je ne sais pas, il y a un souci avec un animal d'une personne rencontrée? Du coup, oui, c'est principalement des associations sans refuge ou des refuges. Aujourd'hui, on a peu de contacts encore avec les associations, les centres de formation pour chiens guides, mais on peut tout à fait les aider, bien sûr, à ce niveau, puisqu'on est spécialisé dans l'accueil temporaire d'animaux. Mais quand il s'agit d'associations sans refuge ou avec refuge, c'est des bénévoles qui nous contactent. Et donc, dans ce cas-là, on leur pose un certain nombre de questions aujourd'hui, tant qu'on fonctionne manuellement. Mais demain, elles auront juste à se créer un profil sur l'application et à aller chercher directement leurs animaux, leur famille d'accueil, pardon. Voilà, ça les aidera. Elles sont très, très demandeuses. Elles ont vraiment hâte que cette application sorte. Tous les jours, on nous demande où ça en est, donc vivement que ça sorte. Et ça en est où, justement? Le développement commence d'ici 15 jours. Le développeur va se prendre quelques jours de vacances là, avant de partir, mais du coup, je pense que c'était censé sortir à l'automne. On a bien pris du retard et je pense que début d'année 2026, elle sera là. Ok. Voilà. Oui, parce que tout se passe en ligne, tout se passera en ligne via cette application, c'est ça? Voilà, ça va vraiment faciliter la vie à beaucoup d'assauts. En fait, ce sera un Airbnb. Faut l'imaginer comme si vous alliez chercher une maison, sauf que là, vous irez chercher un animal à garder. Ou si vous êtes une asso, vous irez chercher une famille d'accueil. Vous aurez les profils qui se proposeront et ce sera très facile de rentrer en contact. Très bien. Marc, vous, chez Gamelle Plaine, vous décrivez l'animal comme le dernier lien social. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous donner des exemples concrets de cette réalité? Oui, alors plusieurs exemples. On a un bénéficiaire qui est dans Lyon, qui n'a aucune famille. Et donc, le seul lien affectif qu'il a, c'est avec sa chienne, qui le protège, qui est en permanence avec lui. Et c'est vrai que dès que sa chienne s'éloigne de plus de quelques mètres, c'est la catastrophe. Si elle traverse la route en lui échappant, c'est la fin du monde. Et donc, c'est vrai que quand il fait la manche dans la rue, c'est le lien, les gens commencent à discuter, caresser la chienne, et c'est le lien avec les autres personnes. Et puis, nous, en tant qu'association, quand on passe du temps à discuter avec lui, on se rend bien compte que le courant passe avec la chienne, donc le courant passe avec le maître. Et puis, petit à petit, il nous a fait confiance, et c'est là où on a pu l'aider en prenant en charge sa chienne pendant qu'il allait se faire soigner, ou aller faire des démarches administratives également. Donc là, c'est vrai que l'animal est l'unique lien en fait qui lui permet de s'ouvrir au monde extérieur, au monde social, parce qu'il n'a pas envie d'aller copiner entre guillemets avec quelqu'un d'autre avec qui il n'a pas d'affinité en fait. Il a déjà suffisamment de problèmes à régler, on va dire, ou de difficultés vécues. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui est à l'opposé, c'est le cas d'une femme qui est en précarité. Bon, elle a une forme de squat qu'elle a bâti elle-même. Et puis, elle a dû faire face à 2 reprises à des agressions sexuelles. Et donc, l'animal est aussi son lien vers l'extérieur, et l'association également, parce qu'elle se confie à nous.
Elle va même jusqu'à nous faire lire ses dépôts de plainte auprès de la police qui sont extrêmement détaillés. Donc c'est même un peu gênant parce que c'est assez intime. Et puis elle ne peut pas tellement en discuter en fait avec le peu de famille qu'elle a, puisque la famille est hyper réactive et a envie d'aller faire la peau, hein, pour être assez basique, auprès de ces deux agresseurs. Et donc l'association, c'est un échappatoire, une façon de discuter, et tout le lien se fait au travers de l'animal. Tout à l'heure, tu parlais de maraude, notamment en presqu'île. Il y a d'autres. Vous êtes sur. Voilà, les maraudes se passent sur l'ensemble de la ville de Lyon. Alors, Là, sur l'antenne de Lyon, je veux dire. Hein. Alors uniquement à Lyon. Non, en Presqu'île, c'est vraiment notre maraude principale, puisque c'est là que l'on trouve le plus de monde. On a déjà essayé d'autres quartiers, mais qui n'ont pas donné de résultats suffisamment intéressants pour justifier de mobiliser une équipe de bénévoles. Alors, justifier, même les soirs de pluie ou de neige, quand on fait une maraude, si on nourrit un animal, même si on a été 6 ou 8 personnes, on estime qu'on a été utile. Donc c'est pas la quantité qui fait, mais toujours est-il qu'on n'a pas une ressource infinie non plus de bénévoles. Oui, D'ailleurs, oui, j'en profite combien pour faire un appel à bénévoles. On est Vous entre êtes... 50 et 60 bénévoles sur Lyon, à peu près 45 de très actifs. Et puis on est, allez, on va dire 13 personnes au conseil d'administration, puisqu'en fait ça demande énormément de logistique, d'organisation, de communication, n'est-ce pas, Manon? Donc ça demande beaucoup de ressources. C'est des maraudes hebdomadaires, comment... Oui, tous les jeudis soirs, vous pouvez nous voir. Donc à 19h30, on part de Perrache, et on reste quasiment jusqu'au dernier métro, hein, tous les soirs. Comme on l'a dit, donc on fait aussi des distributions en point fixe au marché des États-Unis, pour être précis, entre octobre et mai-juin, parce que là on s'adosse à une autre association qui, elle, distribue des repas. Et on a aussi fait une distribution en point fixe cet été, en août et en septembre, pour remplacer en fait le dispensaire vétérinaire étudiant, qui n'est pas totalement inconnu de Théo, puisque comme c'était les mois d'été, les étudiants n'étaient pas présents, et on ne voulait pas interrompre on ne voulait pas que le service apporté aux animaux et aux personnes soit interrompu. Donc on a assuré pendant ces 2 mois. Et on est en train d'étudier d'autres possibilités de distribution. Et après, comme on a tous en tête d'aider au maximum, on s'aide entre nous, entre associations, et donc il n'est pas rare qu'on distribue aussi des croquettes, par exemple, quand notre stock le permet, à d'autres associations, à d'autres centres d'hébergement, à des centres d'hébergement. Théo en parlait tout à l'heure, qui temporairement ont un manque de croquettes, et donc voilà, on les dépanne si on peut le faire. Donc il y a une vraie entraide, une vraie complémentarité entre associations. Tout à l'heure, tu parlais des bénéficiaires. Au niveau des dons que vous recevez, c'est des structures qui vous font des dons, ou est-ce que même en tant que particulière, si on a des choses à donner, on peut donner à Gamelle Plaine? Alors tout don est le bienvenu. J'imagine. On a des dons qui nous parviennent de la fédération, donc qui négocient de très gros dons qui viennent de fabricants de croquettes, par exemple. Tu peux nous rappeler le nom de la fédération? C'est Gamelle Plaine. Ah oui, d'accord. C'est l'association Gamelle Plaine. Ouais, oui, ok. Donc la fédération donc, nous alimente aussi en partie. On a beaucoup d'initiatives locales, donc on a des partenariats avec des grosses associations. On fait nous-mêmes des collectes dans des animaleries ou des jardineries qui possèdent une animalerie. Donc là, on peut faire un week-end complet de collecte. Donc ça nous permet aussi de sensibiliser à la cause animale, et ça nous permet de récolter aussi des dons de particuliers. Donc en fait, il n'y a pas de petits dons. Ce qu'on peut vraiment affirmer, c'est que tout ce qui est collecté est redistribué intégralement. Et on manque toujours de quelque chose. En ce moment, on manque de croquettes chat, on manque de muselières. Voilà, il y a toujours des accessoires ou certains types de nourriture qui peuvent manquer. Sachant que pour chats et chiens, on distribue donc aussi bien des croquettes que de la pâtée ou des friandises.
De temps en temps, on peut avoir une demande pour un lapin, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et puis, Oui, c'est essentiellement des chiens et des chats qu'on oui, retrouve. oui. Alors c'est vrai que nous, on parle de personnes en précarité et non pas de gens sans abri. Les gens sans abri sont compris dans les gens en précarité. En précarité, ça peut vouloir dire simplement vivre dans une tente, vivre dans un squat, dans un foyer, ou pour certaines personnes également avoir un appartement. Mais une fois que l'appartement et ses charges sont payées, bah, le RSA ne suffit plus et donc la personne n'a plus de quoi s'alimenter. Donc on retrouve ces personnes aux différents points de distribution alimentaire pour humains et on les retrouve soit lors de nos points fixes, soit lors des maraudes. Voilà. Très bien. Théo, je te vois tout à l'heure, tu veux prendre Ouais. la parole, tu voulais compléter? Je voulais revenir sur la question que tu avais posée tout à l'heure sur le lien social et les animaux. C'est assez intéressant, mais à Lyon, moi, ça a été décrit aussi dans les études de Christophe Blanchard, mais ce qu'on remarque beaucoup, c'est que sur des personnes qui sont très isolées socialement, l'animal, il a aussi souvent un rôle un peu d'enfant de substitution, et ça se retrouve beaucoup dans les prénoms qui sont donnés aux chiens. Quand on regarde sur les chiens de personnes sans domicile fixe, du coup, là, je cite l'étude de Christophe Blanchard, mais il y a deux grandes tendances sur les prénoms. Soit on est sur des prénoms vraiment d'opposition à la société, on va avoir voyou, keta, cannabis, etc. C'est des exemples de chiens que je suis à Lyon. Et on a aussi beaucoup de prénoms humains qui sont donnés aux enfants parce qu'on est sur des personnes qui sont très isolées, qui n'auront pas d'enfants ou difficilement des enfants et qui du coup reproduisent en fait une sorte de schéma de filiation à travers leur animal. Alors c'est hyper intéressant parce que du coup, d'un point de vue lien social, c'est hyper fort, etc. Ça amène aussi plein de questions, notamment lorsque l'animal décède, parce que du coup, il faut gérer ça vraiment comme le deuil finalement d'un membre de la famille auprès de la personne, avec souvent sur des personnes qui sont, par exemple, avec des problématiques d'addiction, on a souvent des grosses rechutes au moment du décès de l'animal, etc. Et si les professionnels du social ne sont pas sensibilisés à ça, en fait, ils vont pas saisir des fois ce qui peut amener à cette situation-là, parce que bah, finalement, c'est qu'un chien qui meurt, tu pourras en prendre un autre, etc. Et en fait, bah non, c'est comme si leur enfant, finalement, les avait quittés. La deuxième chose là-dessus, c'est qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui de sortes de schémas familiaux qui sont recréés à travers la parenté de l'animal. Je m'explique, donc on est souvent sur des animaux qui ne sont pas stérilisés, qui sont reproduits à la rue, qui ont des portées. Et en fait, les personnes vont donner les petits des portées à d'autres personnes de la rue qui partagent leur vie à un moment donné. Par exemple, dans un squat, on va avoir une portée et les petits seront redonnés dans le squat aux autres personnes. Et sur des personnes qui sont souvent très isolées socialement, souvent en rupture familiale, en fait, on va recréer des sortes de schémas familiaux comme ça euh, qui en fait témoignent du lien social que peuvent avoir les personnes à un moment donné donné de leur vie. Et donc du coup, là encore une fois, dans le travail social, c'est hyper intéressant de questionner finalement la parenté et la filiation de l'animal, parce qu'on arrive souvent à remonter sur des étapes de vie, des groupes de personnes qui ont existé à un moment. Euh, voilà. Et du coup, c'est là où la question de la stérilisation de l'animal, dont on parle souvent en protection animale, elle est très complexe sur les personnes en situation de grande précarité, puisque si on stérilise l'animal, on enlève finalement cette possibilité de recréer des schémas familiaux, et donc une façon de refaire du lien aussi. Donc du coup, c'est une question qui est un peu sujet à débat auprès des personnes en grande précarité, je trouve. T'en parlais, la mort de l'animal. C'est vrai que, enfin voilà, tu parlais du deuil, et on peut aussi parler ben voilà, de cette étape, comment dire, de ce qu'on fait du corps. On sait que il y a un coût de la mort des animaux. Enfin, les crémations, voilà, c'est plusieurs centaines d'euros. Comment est-ce que Solivette accompagne aussi cet aspect de la vie de l'animal, ou redirige vers d'autres structures? Comment ça se passe? Alors, il y a des dispositifs de prise en charge qui existent pour les incinérations, par exemple, mais en fait, Oui, pardon, aujourd'hui, j'ai dit crémation, mais c'est incinération ouais, le vrai terme. mais ils sont très peu utilisés. Nous, sur Lyon, enfin, je crois qu'en 3 ans, j'ai dû faire incinérer 2 corps d'animaux, alors qu'on sait qu'il y a plus d'animaux que ça qui décèdent. Et en fait, c'est que souvent, les personnes vont les enterrer eux-mêmes quelque part, vont
faire une petite cérémonie, etc. Mais finalement, l'incinération, c'est pas le modèle principal qui est utilisé pour ça. Donc du coup, il y a des dispositifs qui existent, notamment à travers Vétérinaires pour tous, mais c'est assez peu utilisé. Oui. C'est vrai que nous aussi, on a eu à faire de l'accompagnement au deuil en fait, de différentes personnes. Donc, dans certains cas, on a des histoires en commun. C'est vrai que c'est un moment très très difficile. Très difficile pour les personnes concernées, évidemment. Difficile pour nous en maraude parce que c'est difficile de laisser nos émotions, de mettre nos émotions de côté. Et donc, il faut qu'on soit dans l'empathie, dans la compréhension, dans la bienveillance, sans être une éponge émotionnelle avec eux. Et donc, cet accompagnement peut se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont très très poignantes. Et cette histoire de c'est mon enfant, mais ce sont leurs propres paroles, hein. Pour certains bénéficiaires, c'est mon fils, c'est ma fille. Et puis, effectivement, on retrouve aussi les enfants et le bénéficiaire à chaque fois est très content de nous expliquer que la maman, elle est avec un tel et que les enfants ont été placés chez telle ou telle autre personne, souvent que l'on connaît également. Donc, on retrouve toutes les familles aussi. Et c'est agréable, mais du coup, merci pour l'explication, Théo. Mais en fait, on retrouve ça en plus auprès des personnes précaires. Je trouve que c'est très marqué parce que souvent, l'animal est quasiment que l'animal finalement dans leur vie. Mais de plus en plus dans la société en général, et la place de l'animal de compagnie dans la société, elle a aussi énormément évolué. Il y a encore 50 ans, les chiens, ça vivait dans le jardin, enchaînés, ils ne rentraient pas dans la maison, etc. Aujourd'hui, ça paraît presque maltraitant d'imaginer le chien au fond du jardin accroché à une chaîne. Et les animaux, ils ont une place entière dans les foyers. Moi-même, j'ai un chien, il dort sur mon lit tous les soirs. Enfin, et j'ai pas l'impression d'avoir une relation maladive avec mon chien pour autant. Mais voilà, c'est la place de l'animal de compagnie, elle a aussi énormément évolué au fur et à mesure qu'on a considéré l'animal dans son individualité, dans le fait qu'il soit sentient, qu'il puisse exprimer des émotions, qu'il puisse ressentir des choses. Et du coup, oui, ça déteint forcément aussi sur les personnes en grande précarité qui du coup, ont une relation à l'animal d'autant plus intense. Mais finalement, on retrouve ça un peu dans toutes les strates de la société. N'hésitez pas. Ouais. Je ne sais pas si je dois passer le micro pour la personne du public. Peut-être que c'est le mieux. Si je vais avoir assez de fil. Oui ou non? Oui, peut-être que je peux répéter la question. Alors, vas-y. Je t'en prie. Je dois résumer la question, c'est ça? Non, c'est pas que c'est ça. Ah non, c'est bon. Ah, tu vas avoir l'honneur de reposer tes questions. Je me demandais si il y avait des fois de la solidarité qui existait entre personnes, par exemple à la rue. Par exemple, si quelqu'un a besoin de s'absenter pour être hospitalisé ou faire les démarches qui étaient évoquées, et il n'y a pas la possibilité de mettre le chien dans une famille, comme ils arrivent des fois à faire visiblement famille un peu autrement, est-ce que des fois il y a des services rendus ou de l'entraide si les personnes ont la possibilité de le faire? Nous, je sais que c'est quelque chose qu'on encourage, par exemple, dans les centres d'hébergement. Souvent, quand on travaille avec des centres d'hébergement qui commencent à accueillir les animaux de compagnie, on demande à ce que le propriétaire, quand il rentre, il nomme une personne de confiance qui est souvent un autre résident de la structure, ne serait-ce que si un jour la personne elle rentre un peu tard, etc., et que le chien est laissé seul, pour pas que les travailleurs sociaux aient cette charge et cette charge à la fois de sortir l'animal, etc., mais aussi la charge mentale de se dire oh là là, l'animal il est enfermé depuis quand même longtemps, qu'ils puissent avoir une solution et aller voir finalement une autre personne hébergée dans la structure et se dire là le chien est sorti, il est enfermé depuis un peu longtemps, est-ce que tu pourrais aller le sortir un coup, etc. Et depuis que ça s'est mis en place dans les centres d'hébergement, souvent ça simplifie énormément effectivement la vie des travailleurs sociaux qui peuvent accueillir des personnes
avec animaux sans que ça rajoute à leur travail quotidien et en même temps qui sont rassurés sur le côté de bientraitance de l'animal. Oui. Après, pour ce qui est de la rue, oui, il y a cette entraide pour une garde de durée assez courte. En fait, c'est je m'absente un quart d'heure, est-ce que tu peux me garder mon animal? Mais en fait, ça rejoint ce que tu disais de Théo tout à l'heure. Il y a un tel attachement à l'animal que finalement la confiance au point de laisser l'animal, elle est très difficilement, très rarement accordée. Et même nous, en tant qu'asso, même quand on connaît le bénéficiaire depuis des années, nous laisser l'animal, c'est déjà un travail. En fait, on en parle d'une fois sur l'autre, et puis un jour ça se fait, mais c'est pas immédiat. Donc la confiance, elle est quand même assez difficile dans la durée, en tout cas. Et c'est vrai que des fois, on leur cherche des familles d'accueil à ces personnes pour leurs animaux parce qu'ils doivent se faire hospitaliser, par exemple. Et en fait, on va leur trouver la famille d'accueil et au dernier moment, ça peut leur arriver de se désister parce que trop peur en fait de le laisser à quelqu'un pourtant qu'on connaît, avec qui ça se passerait très bien, mais la peur prend le dessus et du coup, ils préfèrent annuler toutes les démarches. Ou trop peur de ne pas revenir de l'hôpital et de laisser l'animal tout seul, du coup, sans orphelin, enfin, tout simplement orphelin. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous arrivez à toucher le public des femmes précaires? Parce qu'on sait qu'elles se cachent plus pour éviter les agressions notamment. Alors oui, pour nous c'est indifférent. On aide tout le monde, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes seules dans la rue, alors qu'il y a beaucoup d'hommes seuls dans la rue. On voit plus fréquemment des femmes accompagnées par un homme ou plusieurs hommes, donc en toute amitié ou en étant plus ou moins en couple avec l'un de ces hommes, par sentiment et ou par besoin de protection, en fait, tout simplement. C'est 40% des femmes, je crois, des personnes sans abri qui sont des femmes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a du mal quand même à les capter parce que même dans les dispositifs type accueil de jour, etc., elles se rendent moins. Aujourd'hui, il y a des dispositifs à Lyon qui sont dédiés à l'accueil de femmes. Il y a des accueils de jour qui font de l'accueil femmes uniquement sur certaines journées, etc. Aussi pour capter des publics qui ne vont pas quand c'est des accueils mixtes ou majoritairement masculins. Mais c'est vrai que du coup, ça se retrouve quand même dans nos bénéficiaires où on a beaucoup plus d'hommes, alors même que les femmes prennent aussi beaucoup de chiens, notamment pour la question de la protection. Et il y a encore cette espèce de plafond de verre, de mur qu'on n'arrive pas à passer. N'hésitez pas, si vous avez une autre question. Non, tu récupères. Vous avez commencé à en parler un petit peu, des obstacles, les obstacles systémiques. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu les obstacles peut-être que ce soit sociaux, sociétaux, législatifs que vous pouvez rencontrer et que vous devez combattre? Qui commence? Manon? Je peux y aller en tout cas sur la famille d'accueil. Aujourd'hui, c'est un concept qui est peu encadré juridiquement. Qui est très peu connu aussi des particuliers, du grand public. Aujourd'hui, famille d'accueil est un peu utilisée à tort pour désigner un pet-sitter, une garde temporaire d'un animal pour un particulier même. Nous, on a énormément de demandes. J'en ai eu une ce matin juste avant de venir qui m'a un peu mise en rogne. Bonjour, je peux plus m'occuper de mon chat, je voudrais l'abandonner, pourriez-vous le récupérer? Et ça, en fait, c'est pas de la famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est vraiment un particulier qui s'engage pour accueillir un animal d'association. Je comprends qu'on puisse l'utiliser à tort, mais en fait, nous, notre objectif avec Kiwito, c'est d'aller démocratiser ce concept de famille d'accueil d'une personne qui vient vraiment, finalement, bénévolement aider un animal d'association. Et donc ça, c'est vraiment un obstacle qu'on rencontre au quotidien, ce charabia, cette nébuleuse autour du concept de famille d'accueil, tant juridique que démocratique. Voilà. Oui, on rappelle, oui, vous le rappelez, tu le rappelles, vous le rappelez. Manon, là, c'est bénévole. Hein, on est famille d'accueil, bénévole. Oui. Et par contre, il y a des frais qui sont pris en charge, les frais vétérinaires qui sont pris en charge par Kiwito. Comment ça se passe? Alors, ce n'est pas par Kiwito, puisque nous, on vient en aide à nos associations partenaires.
c'est les associations qui prennent en charge à minima les frais vétérinaires, puisque l'association, quand elle place un animal en famille d'accueil, elle récupère l'animal à son nom. Donc elle en est responsable. Donc elle prend les frais vétérinaires à minima en charge et selon ses finances, elle va décider de prendre en charge aussi la nourriture, les jouets, etc. Chez Gamelle Plaine, par exemple, c'est l'une des rares associations avec qui on collabore qui prend en charge tout ce qui concerne l'animal. Évidemment, comme on a beaucoup de... Je dis on, parce que j'ai aussi cette double casquette. Comme on a beaucoup de dons de nourriture, c'est plus facile pour nous de placer un animal et aussi de fournir la nourriture avec les jouets, voilà, tout ce qui tourne autour de l'animal. Très bien. Sur les obstacles, Marc, tu veux continuer ? Alors, les obstacles, c'est... nous, on aimerait que nos bénéficiaires qui le souhaitent arrivent à se réinsérer. Tu en parlais, Théo, tout à l'heure. Il y a ceux qui cherchent du travail, mais souvent, ils sont peu qualifiés, donc c'est difficile. Quand c'est nécessaire, on les aide, enfin, en tout cas, quand ils en ont besoin, on les aide à refaire leur curriculum vitae. Même si ça dépasse peut-être un petit peu le cadre de l'association, ça nous semble humainement normal de le faire. La plus grande demande, c'est au niveau de l'hébergement. Et effectivement, il y a très peu d'hébergements qui acceptent les animaux sur Lyon. Et c'est le pire, en fait, et notamment parce que là, on va bientôt rentrer dans les mois d'hiver. Et déjà là, il commence à faire un peu frais. Moi, pour avoir accompagné une de nos bénéficiaires qui s'était fait voler son chien l'hiver dernier, je peux vous dire que passer quelques heures assis sur un banc en pierre ou en granit, on a vite très très froid, en fait. Donc c'est vraiment compliqué. Donc l'hébergement est difficile. Joindre le SAMU social n'est pas toujours facile non plus pour obtenir des couvertures et pour obtenir un hébergement, ne serait-ce que pour une nuit ou 2 nuits. Donc ça, c'est quand même la plus grande difficulté. Après, il y a d'autres obstacles aussi, qui s'appellent les addictions. Certains de nos bénéficiaires ont vécu des choses extrêmement difficiles qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes quand ils nous les racontent, après nous avoir fait confiance, évidemment. Donc remonter toutes ces difficultés au niveau psychologique et se réinsérer dans une vie, alors j'ai pas envie d'employer le terme de normal, mais une vie en tout cas convenable, est extrêmement difficile. Et se nourrir, ils y arrivent parce qu'il y a des associations prévues pour ça, parce qu'ils préfèrent que leur animal ait à manger plutôt qu'eux-mêmes. Ça, il faut le rappeler aussi. Donc la nourriture, c'est presque accessoire, mais pouvoir dormir au chaud, c'est la base. Et ça, aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas. Tu le disais tout à l'heure, donc très peu de centres d'hébergement n'accueillent pas les animaux. Est-ce que Gamelle Plaine, peut-être avec la fédération, a un pouvoir d'action, de demande, de réclamation justement de cette ouverture en fait aux animaux ? Alors on n'a pas de pouvoir. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est encourager les personnes concernées à suivre tout le processus normal pour obtenir un logement. Donc, c'est-à-dire monter un dossier de demande de logement. Donc ça, c'est auprès d'une assistante sociale, sachant que la péniche dont on parlait tout à l'heure rend aussi ce type de service. Et après, c'est l'assistante sociale qui va donner une priorité au dossier et qui présentera le dossier à la MVS, la maison de la veille sociale. Et c'est la maison de la veille sociale qui attribuera un logement en fonction de ce qui est disponible. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 établissements à Lyon qui accueillent les animaux, c'est ça ? Ah oui, ok. Ouais, il n'y a rien du tout, mais de toute façon, on manque de places d'hébergement en général. Il y a 330 000 personnes sans domicile fixe en France, il y a 200 000 places d'hébergement. Donc déjà, de base, le calcul n'est pas bon. Sur ces 200 000 places d'hébergement, il y en a moins de 10% qui sont dans des structures qui acceptent les animaux de compagnie. Donc on passe à 20 000 places seulement avec de structures avec animaux de compagnie. Et souvent, dans ces structures-là, c'est maximum une place sur 10 avec animaux. Donc en fait, 2000 places avec animaux sur la France entière. Là où il y a 10% ou 30% des personnes sans domicile fixe qui vivent avec un animal. Donc de toute façon, le calcul, il n'est pas bon et il y a un vrai blocage, mais qui est un blocage à la fois parce que le sujet n'est pas assez connu, parce qu'on n'en parle pas assez, etc. Mais en soi, je veux dire, tout le monde croise des personnes sans domicile fixe avec des animaux, c'est pas un sujet qui est
qui est pas connu non plus, mais c'est surtout une volonté politique. En fait, il n'y a pas de volonté politique de travailler là-dessus. Et de toute façon, il n'y a pas de volonté politique de combattre le sans-abrisme en France aujourd'hui. Et on est sur une société où il y a des gens qui meurent dans la rue. Et en fait, la seule chose que fait le gouvernement, c'est d'attendre que ce soit les associations qui supportent ça. Et moi, je ne vais pas vous servir le discours de vous dire ouais, ça va aller, les associations vont travailler plus. On est au lendemain de la mobilisation du mouvement associatif. Donc hier, il y avait des manifestations dans toute la France parce que le monde associatif ne tient plus et on ne peut plus combler indéfiniment là où l'État ne s'engage pas. Si l'État ne finance pas de places d'hébergement, on ne trouvera pas de places d'hébergement. On n'a pas de solution miracle pour ouvrir des places d'hébergement. Si l'État ne finance pas des repas pour les personnes sans abri, c'est pas normal que ce soit aux associations de financer de leur poche avec les adhésions des bénévoles, etc., des repas pour les personnes sans abri. Et si l'État ne décide pas que la présence animale est assez importante et que les personnes ont besoin de leurs animaux, et de toute façon, on ne va pas pouvoir le faire à leur place. Donc là, après, j'ai envie de dire, c'est à nous d'aller voter pour ce qu'on veut sur le social. Mais de toute façon, on ne va pas pouvoir, nous, avec notre petite main d'association, enfin, Gamelle Plaine, vous êtes 50 bénévoles, nous, on est bénévoles à Solivette, vous, à Kiwito, vous êtes à peu près le même nombre. Ce n'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit à Lyon sur le social, seul, s'il n'y a pas de volonté politique derrière. Et c'est vrai que par rapport à il y a 1 an et demi, on nourrit 2 fois plus de chiens en presqu'île aujourd'hui. C'est énorme comme progression. Et pour discuter beaucoup aussi avec un de nos partenaires et voisins, en l'occurrence, donc ce sont les Restos du Cœur, ils explosent cet été, en août, ils ont encore explosé le nombre de repas distribués, ne serait-ce que Place Carnot. C'est énorme et c'est croissant malheureusement. Théo, tu voulais revenir un petit peu sur les obstacles, plus spécifiquement sur Solivette et Positive Ouais. Les obstacles, il y en a plein, je pourrais faire une liste. Aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement nous, sur les soins vétérinaires pour les animaux de personnes sans domicile fixe. C'est toujours un vrai obstacle d'ailleurs, parce qu'on est encore en plein dedans aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, on a le droit de faire des soins vétérinaires qu'au domicile du propriétaire ou dans un cabinet vétérinaire. Je vous laisse faire le calcul pour les personnes sans domicile fixe, ça pose un problème parce que le domicile du propriétaire, il n'y en a pas. Et globalement, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui veulent recevoir des personnes SDF dans leur salle d'attente. Donc du coup, quand un vétérinaire se déplace dans un centre d'hébergement aujourd'hui pour vacciner un chien, il est un petit peu en dehors des clous. Et l'ordre vétérinaire n'hésite pas à leur tomber dessus régulièrement pour leur dire qu'ils font de la médecine illégale. Donc ça, c'est un vrai blocage législatif qui est en place depuis longtemps. Les discussions avec l'ordre vétérinaire sont là depuis longtemps aussi, mais pareil, l'ordre vétérinaire n'a pas du tout envie de changer parce que l'ordre vétérinaire est là pour protéger les intérêts des vétérinaires qui sont des intérêts économiques et pas du tout pour permettre que les animaux soient bien traités. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin, en tout cas en France, c'est de créer un dispositif qui veille au bien-être des animaux en général, mais qui soit indépendant de tous les aspects économiques, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et en autre blocage, il faut faire financer en fait nos structures. Et ça, c'est un vrai blocage aujourd'hui parce qu'en fait, on est tous... beaucoup d'associations fonctionnent par du bénévolat. Moi, j'ai la chance d'être salarié au sein de l'association. Nos salaires, ils sont... on ne se contente pas de vivre d'amour et d'eau fraîche et de faire le bien autour de nous. Donc, on a besoin d'argent pour financer, pour aider les gens, pour avoir de l'impact. Et donc, ça, c'est pareil, c'est des choix politiques. Donc, Solivette il y a un côté illégal à intervenir à la péniche, par exemple. Qu'est-ce que vous risquez, Solivette, quand vous intervenez en centre d'hébergement? Alors aujourd'hui, on a un montage juridique qui fait que globalement, les vétérinaires sont à peu près protégés. Mais ce que risquent les vétérinaires, si l'ordre décide de leur tomber dessus, c'est effectivement une interdiction d'exercer. Et pendant longtemps, en fait, à Solivette, nos vétérinaires qui étaient bénévoles, qui donnaient de leur temps, on les cachait sur les réseaux sociaux, on masquait leur tête, etc., pour pas que l'ordre vétérinaire ne sache quel vétérinaire faisait du bien autour d'eux. Et je trouve que c'est une situation qui est complètement absurde quand on en est à cacher qui va soigner les chiens de SDF parce qu'on n'a pas le droit de soigner les chiens de SDF en France. La réponse de l'ordre vétérinaire aujourd'hui là-dessus, c'est de dire en fait, les SDF n'ont qu'à aller dans les cabinets. Sauf qu'en fait,
dans les cabinets vétérinaires, globalement, vous demanderez à votre vétérinaire si ça lui fait plaisir d'avoir un SDF qui attend dans sa salle d'attente pour le reste de ses clients. Il y a plein de vétérinaires qui n'accepteront pas, sans même parler de la question de qui prend en charge les soins derrière. Il y a juste plein de vétérinaires qui, pour l'image, n'ont pas envie d'avoir un SDF devant leur cabinet ou dans leur salle d'attente. Il y a aussi des sans-abri qui n'ont pas envie d'aller dans ces cabinets de vétérinaires parce qu'ils ont toutes leurs affaires avec eux, ils ont toute leur vie en fait avec eux et ils ne peuvent pas l'abandonner au milieu de la rue. Donc prendre le métro et aller dans un cabinet vétérinaire, non, c'est impossible pour eux, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas de ticket TCL, de ticket de transport en commun. Voilà, donc c'est compliqué pour eux aussi. Et la péniche est un excellent moyen. D'ailleurs, certains sont domiciliés à la péniche. Donc, je ne sais pas si tu es complètement hors la loi en faisant ça. Certains d'entre eux sont domiciliés à la péniche. D'autres chez des particuliers, d'autres chez des restaurateurs, d'autres dans les mairies aussi. Donc, il y a tous les cas de figure. Mais c'est compliqué, oui. Et puis, malheureusement, un animal qui n'est pas soigné, notamment on a vu plusieurs chiens avec des problèmes d'oreille, un animal qui n'est pas soigné au début de la maladie, après ça traîne, ça dure et ça peut emmener le soin beaucoup plus loin et dans certains cas perdre l'ouïe. J'allais justement rebondir là-dessus. On a eu une demande là chez Gamelle Plaine d'une personne qui vit à la rue, dont la chienne a une patte cassée et le monsieur ne peut pas l'emmener chez le vétérinaire parce qu'il a toutes ses affaires avec lui et donc très compliqué. Il a un autre chien dont il a la garde et en fait il peut pas se déplacer. Et donc on est là, on se demande mais comment on va faire. Ça mobilise aussi des bénévoles chez nous, on travaille à côté, donc c'est compliqué. Enfin, c'est pas facile pour eux. Et quand tu parles des chiens qui ont, par exemple, des oreilles pas soignées, je prends l'exemple d'un chien qu'on a placé via Kiwito pour Gamelle Plaine, qui a un problème d'oreille qui est soigné à la clinique vétérinaire de Théo, justement. Et en fait, son otite n'a jamais été soignée. Donc là, on en vient à une opération qui commence à coûter assez cher pour l'association. Donc, comme la personne qui l'avait au départ n'a pas pu le faire soigner, ça s'enchaîne. Et puis là, peut-être que le pauvre chien va perdre l'audition, quoi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais, attends, je t'apporte le... Du coup, je me demandais s'il y avait des associations ou des structures qui prenaient ce rôle peut-être de plaidoyer pour tous les sujets que vous abordez, qui sont peut-être un peu plus politiques, parce que c'est compliqué pour vous qui êtes sur le terrain de le faire, en termes de ressources, de temps, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a des structures qui existent qui portent ces sujets-là à un niveau plus haut, plus politique, presque du lobbying, en fait, ou de plaidoyer sur ces sujets? Sur les questions du monde associatif en général, il y a le mouvement associatif qui porte ça, mais qui finalement a bien peu de poids par rapport aux intérêts économiques de l'État. Donc il y a ça. Après, sur la question des animaux à proprement parler, du plaidoyer politique, il y en a très peu, et les peu de gens qui en font, L214 ou autres, sont vite taxés d'extrémistes, et on perd un peu toute la force du discours là-dessus. Donc en fait, malheureusement non, pas beaucoup aujourd'hui, et en fait, j'ai l'impression que tant que de toute façon notre rapport au spécisme n'évolue pas, en faire, c'est un peu être tout de suite catégorisé. Alors que j'ai pas l'impression qu'on porte un sujet extrémiste non plus. Je veux dire qu'il y a des SDF qui ont des chiens et qu'il faut qu'ils rentrent en centre d'hébergement. Voilà, c'est assez consensuel pour tout le monde. Mais ouais, le peu d'activisme politique qui est fait sur la question animale, c'est vite tout de suite, on est des véganes, et puis voilà. Après, ça tend à évoluer quand même. Enfin, en tout cas, j'ai bon espoir pour ça. Maintenant, il y a la maison de l'animal, du droit de l'animal, je ne sais plus qui vient d'ouvrir à Paris. Donc, c'est un endroit qui est dédié pour accueillir des associations, des entreprises du secteur animalier, et pour parler vraiment de la cause animale de manière générale à certains moments clés de l'année. Donc, il y a de plus en plus d'événements qui se font autour de ça. Et puis, je crois que les pouvoirs publics s'en sont mêlés aussi. Donc, c'est plutôt encourageant, même si on a quand même encore beaucoup à faire.
Je parlais tout à l'heure d'une de nos bénéficiaires qui s'était fait voler son chien. On a été beaucoup aidé par une association qui s'appelle WAF et qui aide justement les personnes dont l'animal est volé. Et cette association a un service juridique qui nous a aidés parce que, notamment quand cette bénéficiaire qui ne parlait pas français s'est adressée à la police nationale à Lyon. Là, je ne vais pas me faire des amis. On lui a dit que non, on n'allait pas prendre sa plainte en compte, alors que c'est pourtant une obligation. Donc, nous, Gamelle Plaine, on l'a accompagné, on y est allé, on a insisté. La plainte a été prise, mais rien ne bougeait. Et il a fallu que les avocats de cette association WAF interviennent directement auprès du procureur et après auprès d'un substitut qui avait été nommé, de façon à ce que l'enquête puisse avancer un peu et qu'un enquêteur soit nommé. Donc oui, ça c'est une réponse positive. L'association WAF intervient au niveau national auprès notamment des hautes instances de la gendarmerie et aussi politique. En se faisant appuyer par certains parlementaires, de façon à faire évoluer la loi. Mais bon, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Et puis, juste pour terminer avec cette histoire d'enquête, à peine l'enquêteur nommé, la plainte a été déclarée sans suite. Voilà. Alors que le vol avait eu lieu sous une caméra de la ville. Donc, a priori, il y avait matière à enquêter. Voilà. Après, pour revenir aussi sur ce sujet de est-ce que ça va évoluer, moi, en parallèle de Kiwito, je suis en charge de la communication digitale chez Défense de l'Animal, qui est le plus grand réseau d'associations et de refuges indépendants. Et on a mis en place depuis cet été 2 conventions avec les parquets généraux de Toulouse et d'Aix-en-Provence pour prendre en charge 15 jours renouvelables une fois les animaux de personnes de personnes victimes de violences intrafamiliales. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été porté au niveau des parquets généraux. Et l'objectif, c'est quand même de l'étendre à d'autres parquets généraux partout en France. Et je pense que, en tout cas, moi, je mets beaucoup d'espoir là-dessus, parce que malheureusement, aujourd'hui, le chien, l'animal, quel qu'il soit, est un frein au départ de la victime de violences intrafamiliales. Et ça va vraiment évoluer, ça va faire évoluer pas mal de choses. Et donc les personnes victimes de violences auront plus facilement tendance à partir si elles savent que leur animal peut être plus facilement pris en charge dans de bonnes conditions, placé au sein d'un refuge et qu'elles pourront le récupérer au bout d'un mois, donc le temps de pouvoir se retourner. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, alors je vous laisse juste récupérer le micro pour qu'on vous entende bien. Oui, je voulais savoir s'il y avait des spécificités, notamment des chiens, des précaires, pour les placer en famille d'accueil, s'ils sont plus réactifs ou c'est vraiment du cas par cas. Déjà, sur le type de chien, on est quand même souvent sur des gros chiens. Donc, c'est vrai qu'à Lyon, par exemple, c'est pas toujours facile parce que les gens sont en appartement. Et donc là, on est souvent sur des malinois ou des chiens croisés bergers parce que c'est ce qu'il y a dans la rue et qui se reproduisent entre eux et que du coup, voilà. Après, on est souvent sur des animaux qui, quand même, sont très proches de leur propriétaire, donc n'ont pas beaucoup travaillé le fait d'être seuls, d'être séparés de leur propriétaire. Donc, c'est pas toujours facile là-dessus sur la garde. Et après... Bon, de la réactivité, il y en a un petit peu, mais j'ai envie de dire pas plus que sur des chiens de famille. C'est juste que souvent, on est sur des animaux qui ne sont pas stérilisés, donc les mâles entiers entre eux ne s'entendent pas, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que le tout mis ensemble, le fait que soit des gros chiens qui ne soient pas stérilisés et qu'ils ne savent pas trop bien gérer la solitude, c'est pas toujours très simple de les garder. Moi, je me souviens avoir gardé le chien de Gamelle Plaine un chien de Gamelle Plaine il y a des années de ça qui s'appelait Funky, qui était super sympa. Hein. C'était une vieille malinoise de 13 ans. Sauf qu'en fait, Funky, elle n'avait jamais été sans son propriétaire. Un jour, je suis parti faire des courses 15 minutes. Je suis revenu, j'avais plus d'appartement. Elle avait tout détruit chez moi. Et donc, c'est là où nous, avec Solivette, on s'est dit, en fait, il y a un besoin d'avoir des structures professionnelles pour pouvoir garder ces animaux-là. Et qu'on a créé notre pension canine Positive Job, du coup, pour pouvoir accueillir ces animaux-là qui ne peuvent pas aller en famille d'accueil parce que la famille d'accueil, c'est bien pour certains chiens, mais ça ne peut pas convenir à tous. Bon, la pension non plus, ça ne convient pas à tous, mais voilà, au moins, c'est une réponse de plus. Les deux solutions sont complémentaires, en fait.
Nous, c'est vrai que chez Kiwito, en fait, on a beaucoup de familles d'accueil actives. Et donc, pour un chien comme ça, qui ne sait pas rester seul, bah, on nous demande, il faut une famille d'accueil qui est tout le temps chez elle, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas d'animaux. On a beaucoup de personnes qui ont aussi des animaux. Donc, à placer, c'est très compliqué. Sur une base de données de 1000 personnes, quand on filtre, on va avoir quoi, 3 personnes qui vont ressortir? Parce qu'on est sur Lyon, évidemment, et c'est très compliqué. Et ce sont des chiens aussi qui sont habitués à défendre le périmètre du maître avec ses affaires. Donc en plus, il y a cette notion de défense, de protection. Est-ce qu'il y a une autre question? On va bientôt conclure cet échange. Comment est-ce qu'on vous retrouve et comment est-ce qu'on peut vous apporter de l'aide? Parce qu'on a parlé de dons tout à l'heure, mais il y a peut-être d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, si vous voulez, je peux parler au nom de Gamelle Plaine dans un premier temps, puis Kiwito. Je m'occupe de toute la partie communication chez Gamelle Plaine. Donc, nous, on a besoin de bénévoles tout le temps. Des bénévoles maraudes, on a besoin de bénévoles pour des collectes, on a besoin de bénévoles sur les différents pôles événements, pôle partenariat. Bref, il y a vraiment toutes les fonctions support finalement que vous pourriez retrouver dans une entreprise et donc besoin de famille d'accueil, toujours. Et là, que vous soyez famille d'accueil directement chez Gamelle Plaine ou que vous passiez par Kiwito, peu importe, on partage les familles d'accueil. Donc, voilà, vous pouvez accueillir un animal temporairement. Il y a différents types d'accueil. La famille d'accueil classique, donc vous accueillez un animal avec une date de début, mais pas forcément de date de fin. La famille relais, vous vous engagez sur une période très courte. Vous prenez le relais sur la famille d'accueil pendant ses vacances, par exemple. Et le panier retraite, là, c'est assez différent. Vous accueillez un animal souvent en fin de vie pour lui permettre de ne pas finir sa vie en box. Et dans ce cas-là, tous les frais de l'association, tous les frais liés à l'animal jusqu'à l'euthanasie seront pris en charge. C'est vraiment intéressant, mais bon, après, il faut savoir prendre en charge un animal qui va décéder chez vous, ça c'est sûr, mais c'est quand même un bel acte de solidarité. On a toujours besoin de dons aussi, des dons, des subventions, parler de nous, il faut nous faire connaître, c'est comme ça qu'on pourra gagner de l'argent. Et puis chez Kiwito, c'est sensiblement pareil, des bénévoles, pareil, toutes les fonctions support qu'on a chez Gamelle Plaine, on les a chez Kiwito, des familles d'accueil et des dons. Je vais juste compléter sur Gamelle Plaine. C'est vrai que quand on s'inscrit comme bénévole, il n'y a pas d'engagement de venir tous les jeudis, etc. On a un immense tableau de disponibilité qui est partagé. Et donc, on s'inscrit. Si c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est très bien aussi. Quand on prend un petit peu d'assurance et de grade, entre guillemets, on peut être responsable de maraude. C'est encore une autre responsabilité dont la fonction première est de veiller déjà au bien-être de l'équipe, bien-être physique, bien-être psychologique. Faire une maraude, c'est pas uniquement marcher dans Lyon et se promener et distribuer des croquettes. Il y a tout l'aspect humain qui est primordial, mais ça renvoie aussi à des questionnements personnels, parce que voir des gens dans des situations difficiles, ça interpelle forcément, ça remue un peu de temps en temps. Et donc, c'est une forme de thérapie, moi, je trouve. On voit notamment des jeunes qui sont encore en école, qui n'osent pas trop s'affirmer, et puis d'aller au-devant des gens au fil des maraudes. Ça leur permet de prendre une forme d'assurance, de relativiser aussi par rapport à leur propre vie. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de bénéfices. Égoïstement, je dirais, en plus de tout le bien qu'on peut apporter. Est-ce que vous formez les bénévoles qui vont sur le terrain en maraude au préalable? Alors, ce n'est pas une formation à proprement parler, c'est plutôt un encadrement. Avant chaque maraude, on énonce des règles de sécurité, des règles de bon sens sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, la meilleure façon d'aborder les gens, comment se comporter, etc. Donc ça se fait plutôt au fil de l'eau. Enfin, ça se fait avant chaque maraude, ça se fait au fil de l'eau, et on fait également un débrief en fait quand on retourne à notre local en fin de maraude, de façon à ce que chacun puisse dire ce qu'il a bien aimé, mais aussi ce qui a pu le questionner ou ce qu'il a moins aimé ou faire des suggestions d'amélioration. Et c'est vraiment le moment où chacun peut sortir un peu tout ce qui était difficile, tout ce qu'il a vécu. Donc c'est pas une thérapie de groupe non plus, mais en tout cas ça permet de ne pas rentrer chez soi avec des choses qu'on a pu voir et qui étaient bouleversantes ou difficiles. Après, voilà, il faut avoir conscience quand on s'engage pour être bénévole maraude que c'est pas tout beau tout rose.
On a des bénévoles qui... Rose, si. On a des bénévoles qui ont fait une maraude et qui nous ont dit non, je ne pourrais pas continuer, c'est trop compliqué pour moi. Donc dans ce cas-là, aucun problème. Vous pouvez juste être bénévole collecte, comme on disait. Enfin, en fait, vous pouvez tout à fait trouver votre place en maraude ou ailleurs. Peu importe. C'est les difficultés en fait en général de la protection animale, c'est qu'en fait on pense souvent que être bénévole dans la protection animale c'est chouette parce qu'on va être avec des chiens et des chats toute la journée, mais en fait c'est très dur psychologiquement aussi et il y a un gros impact il y a une étude d'ailleurs qui est sortie récemment dont je n'ai pas lu les résultats donc je ne pourrais pas vous en parler, mais sur l'épuisement des bénévoles de la protection animale parce qu'en fait on est constamment avec des personnes qui sont pas bien, qui abandonnent leurs animaux souvent parce que elles ont des difficultés, etc. Donc on est en première ligne face à ça, on est en première ligne face à la détresse aussi des animaux, on côtoie beaucoup la mort des animaux aussi également. Donc c'est pas si rose que ça, mais on a besoin de bénévoles, donc de toute façon il faut s'engager. Nous, chez Solivette, on prend très peu de bénévoles. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on est une association plutôt avec des salariés. On est 18 salariés aujourd'hui au sein de l'association. On a une vingtaine de bénévoles, donc en termes de ratio, c'est beaucoup moins. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Voilà, et faites-nous des dons, puisque l'État n'en fait plus. Donc... Voilà, même si c'est pas, on sait très bien que c'est pas les particuliers qui vont compenser les manquements des politiques. Et après, une façon de nous aider aussi, c'est vraiment de faire parler du sujet, de le faire exister, donc d'avoir des temps comme ici, de même en parler à table chez vous, etc. Parce qu'en fait, c'est en parlant de la cause animale que les mentalités vont évoluer et qu'il va y avoir des changements. Très beau mot de la fin. Ah non, pas mot de la fin. Je voulais compléter, c'est vrai que il faudrait pas que faire une maraude fasse peur en fait pour être bénévole. Moi, j'essaie toujours d'apporter de l'humour lors des maraudes parce qu'en fait, les gens les bénéficiaires n'ont pas envie qu'on s'apitoie sur leur sort. Donc en fait, on discute d'égal à égal et on plaisante. Et ceux que l'on connaît bien, on peut se permettre de plaisanter, de les taquiner. Et en fait, on rigole tous ensemble et c'est aussi un bon moment qu'on passe. Donc il y a un peu cette dualité entre la difficulté de la situation et la vie normale en fait que l'on décide de mener dans l'instant présent. Voilà. Et pour nous joindre, nous c'est l'adresse mail lyon@gamelplaine.fr ou sur Facebook association Gamelplaine Lyon. Voilà. Manon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire compléter ce que Marc a dit, que oui, vous pouvez passer une maraude et rentrer chez vous et vous dire j'ai vraiment passé un bon moment, les bénéficiaires étaient en pleine forme, on en prend plein les yeux et puis la semaine d'après, ils seront un peu plus fatigués, un peu moins réceptifs et voilà, c'est la vie et nous aussi, on est pareil, donc faut pas avoir peur effectivement et faut se lancer, faut en faire une au moins pour voir ce que c'est. Et, je pense que vous rentrerez chez vous comblés. C'est pertinent. Et puis pour Kiwito, pareil, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur le site kiwito.com, kiw2eto.com. Et donc l'application sera sur le même lien, normalement. Super. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on conclue? Ou alors que Marc va nous révéler sa meilleure blague en maraude? Non. Non? Bon, mince. C'est tout bon? Ouais, pas de... Super, merci beaucoup. Merci Marc, merci Manon, merci Théo. Merci à toi. Et puis merci l'Ecofemina Festival. Bon festival à toutes et à tous. Merci encore. Merci beaucoup.